choukoun, li souri la, li wè moi di ciel à la belle moune, moi di ciel à la belle moune, li di mou trouve sa chère. Avez-vous déjà entendu parler de Madame Franck Paul? La voix qui t'a fait goûter. Si vous habitez en Haïti, à Port-au-Prince, la capitale, vous l'avez peut-être déjà croisée, ou l'avoir vue à la télévision, ou avoir lu des informations la concernant sur une page d'un média traditionnel ou en ligne célébrant la directrice du collège Canapé Vert. Cela fait des années depuis que je pratique cette amie, cette directrice d'école, cette enseignante, l'auteur prolifique de la série d'albums jeunesse titrée Madame Roger. Quand je passe un instant avec Madame Franck Paul, c'est tout ce bouquet d'expériences mûries par des années que je rencontre. Comment cristalliser ces moments? Une œuvre audiovisuelle. Quel angle choisir? L'enseignante? La normalienne? La chercheure, auteur de manuels scolaires? La propriétaire de l'imprimerie et édition du collège Canapé Vert? La femme d'affaires consacrée l'entrepreneur de l'année par Digicel? L'ancienne mairesse de Port-au-Prince qui a été la première citoyenne de cette ville tout de suite après le départ du président à vie Jean-Claude Duvalier? Et si l'on choisissait de parler de l'enseignante? Madame Franck Paul, une enseignante exceptionnelle. Je m'appelle Marie-Marthe Balin-Paul. J'ai eu une longue carrière d'enseignante au cours de laquelle j'ai travaillé avec des enfants de tous âges et finalement j'ai créé le collège Canapé Vert, l'école normale pour la vie et les éditions Canapé Vert. Bien que je ne sois plus dans la salle de classe, je continue à travailler dans ces trois entités. Je dirige l'école normale, je continue à écrire des livres pour les enfants et j'encadre les jeunes professeurs pour que l'enseignement en Haïti s'améliore ou se relève avant ma mort. Marie-Marthe Balin-Paul, que tout le monde connaît sous le nom de Madame Franck Paul, est une légende vivante. Née le 19 avril 1936 à Port-au-Prince, sous la présidence de Sténio Vincent, elle a vécu l'histoire du pays dans sa chair. Issue d'une famille soudée, solidaire, à la mort de son père, très tôt, sa grande sœur, Mich, vient à la rescousse financière de la maison. Un cordon de solidarité familiale se fera autour de la famille Balin, composée d'enfants intelligents qui vont faire de grandes études universitaires. Marc et Pierre en sont des modèles. Quand j'étais enfant, il y avait, comme je te dis, mes frères et sœurs, mais à la maison, on avait aussi mes cousins et cousines, les Tassi, qui étaient les enfants de ma tante, la sœur de mon père. Elle était une veuve et elle avait 6 enfants. Alors, ma cousine Madeleine et moi, nous étions les Benjamines des 2 fratries. Et on jouait à la poupée, bien sûr, comme toutes les petites filles, mais surtout, on faisait des ribambelles de poupées en papier. On les asseyait en gradin et on faisait la classe. Alors, je ne sais pas si c'était une disposition naturelle ou bien un hasard. Donc, c'est ce que je veux dire. Mais à part ça, bon, j'étais comme tous les autres enfants. Mon père, c'était un juge bien connu pour son intégrité, son honnêteté. Lui, c'était un homme bon, de bonne humeur. Et il était contre la violence, surtout la violence faite aux enfants. Et même dans le quartier, il surveillait tous les parents qui frappaient les enfants.
Ma mère, c'était Stella Alma Alexis Balin. C'était une femme d'un grand courage et d'une grande sérénité. Elle ne se fâchait jamais et elle avait beaucoup d'autorité quand même. Et quand mon père est mort, elle a fait front parce qu'elle avait une passion, c'était la fine couture. Elle faisait des robes pour bébé avec de la dentelle valencienne, des chemises de nuit, mais toujours de la couture fine. Et tout le monde à la maison, même mes frères, savaient manipuler la machine à coudre, la machine Singer qu'on les appelait autrefois. On pouvait pédaler et tenir l'aiguille également. Les sages disent qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Qui dira le contraire? Quand elle parle de sa famille, des professeurs, de ses amis, de ses camarades, on se fait une idée de l'encadrement bénéficié par ce jeune cerveau à une époque où les enseignants, les modèles d'enseignants couraient encore par les rues. Eh bien, je suis arrivée à l'école Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. J'avais 6 ans. Et c'était à la fin de l'année 1942. Et c'était une école très sympathique parce que non seulement on vous accueillait comme dans une famille, mais parce que c'était la maman de la directrice qui faisait lire les enfants et presque toutes les institutrices étaient des parents de la directrice et tout ça. Et puis l'école faisait des activités très concrètes qui plaisaient beaucoup aux enfants. On faisait de la musique, on faisait de la cuisine, on récitait des poésies, il y avait beaucoup de théâtre également que les enfants adoraient. Et je me suis vraiment épanouie et tous les élèves s'épanouissaient dans cette dite école. C'était une école de lauréats parce que tout le monde travaillait bien et moi-même vraiment je me suis bien plu dans l'école. On m'a sauté 2 fois de classe et vraiment à l'examen officiel de certificat qui à cette époque-là était un examen d'État. Je suis sortie lauréate pour Port-au-Prince. Après le certificat d'études, j'ai continué dans la même école, et dans ce qu'on appelait à l'époque les cours primaires supérieurs. Les professeurs qui m'ont marqué le plus, c'était d'abord Madame Circe Douillon, parce qu'elle était comme une étudiante parmi nous. Elle était un professeur de littérature et il y a des moments qu'on n'oublie pas. Et ensuite, il y avait aussi Lucienne Rameau-Leroy, qui était professeur de français émérite. Et on avait Sonia Théodore, qui était notre professeur de sciences, Olga Sanson, professeur de mathématiques. Il y avait quelques hommes aussi, comme Lucien Cantave, qui était un agronome. Et l'école était logée à Mantissan, où il y avait un campus, et on pouvait planter, récolter les légumes pour la cuisine et tout ça. Après l'école couronnée de succès, vient le temps d'apprendre une profession. La petite Marie-Marthe entrera dans l'enseignement comme on entre en religion. Et ce sera un vrai sacerdoce. Et c'était à la fin de l'année scolaire 1950. Donc à ce moment-là, dès le mois de novembre, on était tous nommés. Et une institutrice sortant de cette école-là à cette époque, et c'était vraiment une employée de l'État et bien vue. Et c'est le président Magloire lui-même qui nous remettait notre commission. Donc j'ai eu ma commission et dès le mois de novembre 1953, j'étais donc dans ma salle de classe. C'était à l'école de la Cité Magloire, comme on l'appelait à l'époque, parce que c'est sous le gouvernement Magloire qu'on a percé la route d'Elma.
Et c'est à cet endroit-là, non loin de l'actuelle église Saint-Martin, que le président Malo avait fait construire des cités pour les démunis. J'ai demandé un transfert qui m'a été heureusement accordé et dès la rentrée suivante, j'ai été nommée à l'école République du Chili, qui était tenue par une femme de grande valeur qui s'appelait Léa Racine. Elle était Madame Antoine Bois. Et à cette époque, les écoles nationales étaient des écoles bien logées, tenues par des femmes de grande qualité, comme celles d'aujourd'hui maintenant, mais elles ne sont plus dans le même environnement. Je suis restée assez longtemps à l'école République du Chili parce que c'est une école qui avait tous les niveaux de l'enseignement fondamental. Il y avait le primaire et le primaire supérieur, le primaire élémentaire, enfin brevet élémentaire et brevet supérieur. Donc, je suis restée très peu en première année, peut-être 2 ans, puis je suis passée au cours moyen pour enseigner les maths. Et j'aimais beaucoup les enfants. On avait 44 enfants de 6 ans qui étaient magnifiques. Ensuite, l'école était logée là où se trouve actuellement le musée du Collège Saint-Pierre. Et à ce moment-là, l'enseignement était une carrière. Quand tu travaillais bien, il y avait l'inspectorat qui sérieusement inspectait les écoles et tu recevais des compliments et on te disait vous êtes nommée institutrice de 2e classe, institutrice de 1re classe, professeur au cours primaire supérieur. Et c'est comme ça, donc j'ai avancé assez vite et j'étais déjà en 1959 professeur au cours primaire et là aussi professeur à l'école normale, l'institutrice aussi. Elle fait l'école avec tellement de cœur, elle transmet le savoir avec tant de bienveillance que ceux qui ont eu la chance de la voir à l'œuvre ou tout simplement de l'avoir côtoyée témoignent en termes chaleureux de cette enseignante infatigable, si dévouée et toujours prête à donner le meilleur d'elle-même. Madame Frédéric-Paul est une femme qui inspire non seulement par son courage, mais aussi par sa manière de faire. Et je crois aussi que c'est une citoyenne conséquente qui investit son temps et toute son énergie dans l'éducation de la jeunesse haïtienne. Madame Paul représente pour moi d'abord une personne à grand cœur. C'est une personne exemplaire. Ils sont un monde qui est vraiment encourageant. Ils sont toujours là ensemble pour les donner n'importe projet que vous voulez entreprendre. Depuis les bons. Elle m'a donné la possibilité de m'épanouir et d'acquérir d'autres compétences en matière de technologie et d'enseignement. En regardant Mme Franck-Paul, on voit une personne qui aime l'éducation. C'est une personne qui s'intéresse à fond à l'éducation. Madame Franck-Paul est avant tout une bibliothèque, je peux dire. C'est aussi quelqu'un qui apprend et qui se met à jour, je pourrais dire. Quand vous allez à son bureau au Collège Canapé-Vieux, vous la verrez toujours en train de faire quelque chose ou encore d'apprendre une nouvelle chose. Et aussi, elle a toujours de nouveaux projets. Pour Mme Paul, l'éducation, c'est la base de la société. Décidément, Mme Frédéric-Paul est un patrimoine national, une boule d'énergie qui inspire. J'avais écrit le livre de calcul et que la sœur Nicole Gaillard avait demandé à son frère, elle a tellement aimé le livre, de faire une critique. Et Roger Gaillard a fait paraître dans le Nouvelliste une petite note, un nouveau livre de mathématiques. Donc cela a donné une notoriété extraordinaire au premier livre et j'ai continué à écrire les livres. Mais maintenant, il fallait imposer cette méthode-là aux personnes qui enseignent, aux enseignants, ce qui n'était pas facile puisqu'il y avait d'autres livres que les gens utilisaient et qui avaient aussi leur côté, disons, performant. Mais moi-même, je savais exactement ce que je voulais. Alors je me suis dit, bon,
puisque je ne peux pas imposer ça aux autres, je vais essayer de fonder une école pour appliquer ce que moi je veux faire. Et c'est ainsi qu'est né le Collège Canapé Vert. Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 sera un désastre, un choc effroyable pour Haïti. Ce jour funeste n'a pas épargné l'œuvre que Madame Franck-Paul et son mari ont construit avec patience. Le 12 janvier 2010 a été un choc épouvantable. On a perdu 300 000 personnes, dit-on, dans la ville de Port-au-Prince, mais nous autres, nous avons été particulièrement frappés. D'abord, moi-même, dans la famille, on a perdu tout ce qu'on possédait, soit à Léogane ou ici, comme biens meubles et immeubles. Et ensuite, à l'école du Canapé Vert, heureusement que c'était l'après-midi, les enfants étaient déjà parus, mais malheureusement, c'était aussi la FIA, l'école normale qui travaillait, et la FIA, formation initiale accélérée, c'était des professionnels, plus d'une centaine, que le ministère nous avait confiés en formation pour devenir des maîtres suivant leur discipline. Toutes ces personnes-là, vraiment, ont été massacrées par cette secousse et cela reste dans les annales de l'école une page toute sombre. En un jour, la directrice du Collège Canapé Vert a pu voir détruire l'ouvrage de sa vie. Comment va-t-elle se relever? Comment faire front après un tel choc? Très peu de temps. Parce que quand on a un problème, il faut faire front, il faut se relever. Il y a un proverbe créole qui te dit « de l'eau nagée par remède ». Ça ne te guérit pas. Tu n'as pas besoin de te plaindre, de te lamenter, ça ne va pas t'apporter de solution. La solution, c'est se mettre debout et essayer de continuer la route. Et c'est ce que moi-même, j'ai essayé de faire. Comment une personne peut-elle résister avec autant de philosophie face à la tempête de la vie? Madame Franck-Paul a du ressort pour rebondir. À 86 ans, elle est toujours sur la brèche et continue de transmettre le meilleur d'elle-même. Elle a la foi dans son pays et cette foi a pour base ce qu'elle a vécu au bon vieux temps en Haïti. Haïti, c'est un paradis transformé en enfer. Parce que quand j'étais enfant, moi-même, j'étais au paradis. Comme je te dis, on pouvait aller n'importe où, à n'importe quelle heure. Naturellement, il n'y avait pas toutes les infrastructures qu'on aurait souhaité. Mais on pouvait se déplacer, on était heureux, on avait des amis, on pouvait aller en province. Et avec l'arrivée du Marcel Ciné au pouvoir, Haïti a connu un moment extraordinaire, un moment lumineux, on peut dire. Il a eu l'idée de fêter le bicentenaire de la ville de Port-au-Prince et d'organiser ce qu'on appelle l'exposition internationale. Et beaucoup de pays sont venus mettre leur pavillon de France, pavillon d'Italie, pavillon, etc. Et beaucoup d'artistes ont produit des œuvres extraordinaires. Beaucoup d'artistes de la Caraïbe et même d'ailleurs sont venus et à Port-au-Prince, Daniel Santos, un Cubain qui dansait, il y avait
Marian Anderson, la plus grande soprano de l'époque américaine, elle était venue en Haïti. Et Martha Jean-Claude était venue en Haïti. Et toutes ces personnes-là venaient en Haïti pour voir vraiment Port-au-Prince dans tout son éclat. Et il y avait le théâtre de verdure qui était quelque chose de vraiment original. Et tout cela dans Port-au-Prince, dans un Port-au-Prince propre, en sécurité. Alors là, c'est ça que tu pourrais appeler, comme tu dis, la belle époque. Et maintenant, nos artistes, tu vois dans tout ça, par la peinture seulement, il y avait Luman Casimir qui avait ici dans Haïti. Tout le monde connaissait la voix de cette femme. Voilà. Et puis ensuite, les peintres, tous nos peintres étaient connus. Philomé Aubin, que Madame Kennedy était venue spécialement voir en Haïti avec la Citadelle. Et il y avait d'autres peintres aussi. Et il y avait la fontaine lumineuse qui était le clou de tout cela. C'est une fontaine, tu sais, qui l'eau jaillissait au rythme de la musique. Moi fait là, you belle petit pays qui payait la mer des Antilles. Tout était mis en place pour le tourisme. Et je pense que Haïti était à cette époque le centre du tourisme caribéen. À écouter avec attention Madame Franck Paul, assise dans son jardin et parlant du bon vieux temps et de l'enseignement en Haïti, je me pose la question. À quoi sert encore notre intelligence? Et qu'elle veut pour Haïti, pour qu'elle redevienne cette perle des Antilles? Nous sommes un peuple de gens intelligents, mais toutes ces intelligences sont perdues puisque on ne leur offre aucun aliment, on ne donne pas une école valable à nos enfants. Jusqu'à présent, on te dit qu'il y a 40% d'enfants qui ne vont pas à l'école. Et les enfants qui vont à l'école, ce sont des écoles le plus souvent qu'il est des natures. Alors moi-même, je pense, c'est pour cela que je ne dis pas que j'ai trouvé la solution, mais j'essaie d'apporter ma pierre. Ce que je souhaite, c'est que je veux laisser un héritage que je prépare maintenant et qui s'appelle l'école Topato. Je souhaite que tous les Haïtiens apprennent au moins à lire et à écrire. Je souhaite que Haïti sorte de l'ignorance qui nous tient entravés, que nous traînons comme un boulet, que tous nos enfants apprennent à réfléchir, que l'on donne les mêmes chances à tous les habitants de ce pays pour qu'ils grandissent et redeviennent le paradis que j'ai connu. Madame Franck Paul est un modèle. L'expérience concrète de la vie de cette enseignante inspire. Plusieurs aspects de la vie de cette femme devraient être mis en lumière. Cette vidéo s'est cantonnée dans la dimension de l'enseignante, la directrice du Collège Canapé Vert, en attendant d'autres volets de la vie de cette enseignante exceptionnelle.